Il y eut un âge d'or du transport ferroviaire qui ressemble à un lointain souvenir d'enfance. Dans ce monde d'avant, les trains partaient et arrivaient à l'heure, et surtout, ils allaient dans les villages. Ces photos en témoignent, il y eut une époque où les trains sont arrivés en gare à Marcilly-en-Gault, à Nain-sur-Beuvroux, à La Ferté-Beauharnais. Cette carte des années 30, conservée par cet amoureux du chemin de fer, nous rappelle que le réseau a autrefois été beaucoup plus développé qu'il ne l'est aujourd'hui. Dans les années 30, on est au maximum, quasiment, l'apogée du réseau ferroviaire français, c'est 1920, avec cette notion du réseau Freycinet qui voulait que chaque sous-préfecture soit reliée à sa préfecture et à Paris. L'essentiel du réseau a été développé par des sociétés privées avant la création de la Société nationale des chemins de fer par le Front populaire en 1938. À ce moment-là, des petites lignes trop peu fréquentées ont déjà été fermées. Mais c'est plus tard, après-guerre, que la situation s'est encore dégradée. Au fur et à mesure du développement automobile et du développement des camions, les lignes fret ou les lignes voyageurs ont été petit à petit réduites aussi. Et dans une approche qui a été une approche, je dirais, du jardinier avec son sécateur. Mais à force de couper, c'est aussi quand même les petites lignes qui font les grandes lignes, et bien on a quand même réduit l'attraction du ferroviaire. Au fil des coupes franches, le réseau ferroviaire français a changé de visage par rapport à la période faste de 1925. Les seules branches qui repoussent sont celles des arbres qui encombrent les voies. À Châteauneuf-sur-Loire, le dernier train de voyageurs est passé dans les années 40. Mais depuis près de 20 ans, une association se bat pour la réouverture d'une ligne qui relierait la ville à Orléans d'un côté, Agen et Montargis de l'autre. Donc là, cette gare-là, on ne pourra pas l'utiliser alors? Non, en fait, là, il y a un projet, du coup, de faire une salle de convivialité. Et du coup, c'est pour ça, en fait, on avait regardé pour être sûr que ce projet-là ne vienne pas entacher la possibilité de réouverture de la ligne. Alors, où est-ce qu'on mettrait la gare, là? En fait, il n'y a plus de gare. En fait, il n'y aurait plus de gare physique, il n'y aurait plus de lieu. Ça serait a priori, ce serait un point. Alors après, à voir où est-ce que ça serait. Pour moi, c'est un projet d'intérêt général. Enfin, je veux dire, on est sur quelque chose d'indispensable pour permettre aux Castelneuviens d'accéder derrière à Orléans et à toutes les infrastructures qu'on a au niveau d'Orléans. Toutes les études ont été faites depuis que je crois qu'on est à des chiffres assez énormes en termes d'études. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ce que je veux vous dire, c'est notre détermination. Nous avons pris la responsabilité en région de conduire une étude, ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Dans un an, nous pourrons faire, avec l'ensemble des instances concernées par cela, un tour de table pour voir comment mobiliser les financements. En 2008, François Bonneau, déjà président du conseil régional, s'engageait sur une réouverture prochaine de la ligne. Quelques années plus tard, en 2019, tout semblait prêt, mais le projet a déraillé en raison du problème technique posé par les passages à niveau, de l'opposition politique de quelques villes traversées par les voies et d'un manque de financement. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Venu présenter le nouveau contrat de plan État-région, qui prévoit un investissement de 373 millions d'euros dans le secteur ferroviaire, le ministre des Transports de l'époque a reconnu l'intérêt d'une réouverture. Orléans-Châteauneuf, c'était une demande très forte qu'a relayé dans la discussion le président Bonneau et beaucoup d'élus. On revient à ce projet qui est remis à l'étude. Alors vous me direz, l'étude c'est quoi? C'est pas très concret. Si, ça va être vraiment des études rapides, sérieuses, pour que ce projet qui est attendu, qui est important, qui avait été un peu mis de côté, revoie le jour, et il est au cœur de ce contrat aussi. Après des années d'une politique ferroviaire essentiellement consacrée au développement du TGV, l'État redécouvre les trains du quotidien et des campagnes. Il y a quelques années pourtant, ils étaient dénoncés comme une charge pesant trop lourd sur le budget de l'État. Il y a maintenant 7-8 ans,
il y a eu toute une réflexion sur justement, à un moment donné, le réseau ferroviaire revient cher à l'État, revient cher. Et donc, est-ce qu'on garde tout ce qu'on a ou est-ce qu'à un moment donné, on se concentre sur là où passe la majorité des trains? Donc, il y a eu plusieurs grands experts nommés par l'État pour réfléchir sur ce sujet. Il y en avait eu un premier qui a dit il faut tout arrêter. Et puis, les régions ont dit mais non, c'est pas possible, nous on en a besoin. Exemple d'une ligne que l'État et la SNCF avaient abandonnée, Tourloche, sauvée in extremis par l'investissement du Conseil régional. L'État nous a dit, et SNCF Réseau, son bras armé, nous ont dit d'ici en 2018, d'ici 2020, 2023, elles arrivent à obsolescence. Il y aura alors, ce qu'ils appellent des limitations temporaires de vitesse, c'est-à-dire le train roule à 40 km/h. Donc ça veut dire que la ligne elle est absolument plus performante et globalement à terme elle ferme. Donc on a négocié avec l'État comme toujours. Donc on a dit nous on est prêt à mettre 50% des travaux. Après 10 mois de fermeture pour travaux qui ont coûté à la région 36 millions d'euros, la ligne Tourloche a rouvert en 2022. 6 allers-retours quotidiens sont assurés pour desservir cette zone rurale du sud de la Touraine. C'est vrai que c'est un gros avantage pour nous parce qu'on est sur une petite commune. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens de locomotion et c'est vrai qu'elle est très intéressante. Moi, je croise beaucoup de monde ou le matin ou l'après-midi ou des fois le matin et l'après-midi. Donc, c'est bien pratique. Le but ici n'est pas le bénéfice ou la rentabilité, car sur une ligne comme Tourloche, l'usager ne paye que 10% du coût réel du billet, le reste étant financé par la région. En plus de l'effort fait pour sauver plusieurs petites lignes comme celle-ci, le Conseil régional a dû aussi, en raison des lois de décentralisation, récupérer la gestion de plusieurs grandes lignes, sur lesquelles circulaient de vieilles rames corail qu'il a fallu remplacer pour un coût de plusieurs centaines de millions d'euros. Ces lignes, on les a prises, alors si j'étais un peu taquin, je dirais un peu en déshérence. C'était des rames qui aujourd'hui, au bout de 40 ans, qui étaient très difficiles à maintenir. La maintenance était compliquée. Et on a eu, il y a quelques temps, des locomotives qui brûlaient en pleine voie parce qu'elles arrivaient à la fin de leur vie. Et il fallait les changer, et c'est une bonne chose de les changer. Les nouvelles rames mises en circulation ont été payées par la région et sont exploitées par l'entreprise SNCF Voyageurs. Pour ce qui est du réseau, l'État en reste propriétaire et en confie l'entretien à l'entreprise SNCF Réseau. Faute d'investissement pendant des décennies, là aussi de gros travaux sont en cours. Le remplacement des vieux poteaux caténaires, âgés de 90 ans, est un chantier financé par l'argent public, mais réalisé pour l'essentiel par les prestataires privés. La règle en général, c'est plutôt c'est 20% qui reste chez nous et 80% qui est contractualisé avec des entreprises extérieures. Voilà, c'est un peu la moyenne, on va dire. Ce qu'on dit, c'est que 100 € investis chez SNCF Réseau, c'est 80 € qui reviennent à l'économie française, parce qu'en plus, on est sur, je crois, 99% d'entreprises françaises. Ce n'est pas des emplois délocalisables, donc c'est bon pour l'économie et l'industrie française de faire des travaux sur le réseau. Les sociétés privées entretiennent un réseau géré par l'État où circulent des trains financés par les régions. Ce sont les ramifications complexes du système ferroviaire mises en place sous l'influence des politiques européennes. Pour le citoyen, il est devenu difficile de comprendre qui fait quoi et pour l'usager, pas simple de s'y retrouver dans les offres. Ça devient illisible. Ajouter le fait que, et là c'est l'inconvénient, que la régionalisation fait qu'on commence à avoir des politiques extrêmement différentes selon toutes les régions. Et du coup, vous avez une carte avec des avantages dans une région, mais dès que vous sortez de la région, vous n'avez plus de carte, vous n'avez plus d'avantages. Donc la carte nationale n'est pas valable dans les régions et réciproquement. Donc ça devient vraiment compliqué. La SNCF, entreprise publique qui assure le même service sur l'ensemble du territoire, c'était avant. Il reste aujourd'hui une holding financée par l'État et gérant plusieurs filiales de droit privé, mais à capitaux publics.
Parmi elles, SNCF Réseau pour les infrastructures, SNCF Gare et Connexion, SNCF Voyageurs pour l'exploitation des trains. Un découpage décidé pour préparer l'arrivée de la concurrence, mais qui reste contesté en interne par les syndicats de cheminots. Les cheminots se sentent cheminots, appartenant à la SNCF. D'ailleurs, entre nous, on dit toujours la SNCF, on ne dit pas SNCF Voyageurs, SNCF Réseau. Le maillage du territoire et le fait que les usagers partout en France et en Navarre puissent voyager selon leurs besoins, c'est un service public. Donc un service public, ça doit être géré par l'État. Parce que sinon, M. Fournier, en admettant qu'il y mette plus de moyens que son homologue des Pays de la Loire, et alors quoi, que si vous êtes nantais ou orléanais, vous n'aurez pas le même service public ferroviaire? C'est quand même dommage. En Centre-Val de Loire, région métropolitaine la moins peuplée, où 70 000 voyageurs prennent le train tous les jours, les transports représentent maintenant la moitié du budget du Conseil régional. Chaque année, les besoins augmentent et l'urgence climatique rend plus nécessaire que jamais un développement des transports publics. Mais les ressources des régions restent limitées. Pour tenir les promesses de baisse d'impôts de l'État, les différents gouvernements français ont fait le choix de leur transférer des charges sans transférer l'ensemble des ressources. Les présidents de région l'ont dit, il faut un New Deal ferroviaire, il faut qu'on mette autant d'argent qu'en Italie, qu'en Allemagne, qu'en Espagne, qu'en Angleterre, c'est-à-dire 10 fois plus. Il faut 100 milliards sur 10 ans et l'État investisse le temps parce que nous, les régions, on n'est pas un lender, on n'a pas quasiment pas d'autonomie, donc on arrive au bout de nos ressources financières. Les Suisses investissent à peu près 10 fois plus que nous par habitant. Même l'Allemagne, l'Italie, beaucoup d'autres pays, même le Luxembourg encore plus, investissent massivement plus. Donc on a vraiment du retard à rattraper. On subventionne trop la route encore. Quand on décide encore aujourd'hui d'élargir des autoroutes, l'élargissement d'une autoroute sur 50 km, c'est 600 millions d'euros. Avec 600 millions d'euros, en ville, on finance une ligne de tramway, ou voire plus. On finance, je sais pas moi, une vingtaine ou une trentaine de rames de trains, une électrification sur 300-400 km, parce que vous avez encore des lignes qui ne sont pas électrifiées. Donc là, il faut qu'on change un petit peu de schéma. Si l'on considère les pays voisins d'Europe de l'Ouest, la France est le pays qui a le moins investi dans le ferroviaire depuis 20 ans. Mais dans le secteur des investissements routiers, elle fait en revanche partie des premiers de la classe. On est attaché à la bagnole, on aime la bagnole. Et moi je l'adore. Selon une étude commandée par l'association Greenpeace, la France a depuis 1995 investi 2 fois plus d'argent sur les routes que sur le rail, ce qui la classe au 2e rang des pays européens